Bonjour et bienvenue dans cette table ronde sur l'évolution de l'acquisition des compétences numériques en Belgique et en France. Je m'appelle Julie Foulon et puis je suis avec trois femmes incroyables aujourd'hui justement pour débattre justement autour de cette table ronde. Alors je vais d'abord faire les petites présentations avant de commencer. Il y a Bérénice Doby de Bruxelles Formation. Salut Bérénice. Bonjour, Alors, pour les ça Français va? qui nous suivent, Bruxelles Formation, c'est l'institution de formation, l'institution officielle dans la région de Bruxelles-Capitale. Il y a également Jeanne Bretéché qui est là. Salut Jeanne. Salut, Jeanne, toi, tu es la enchantée. fondatrice et la directrice de Social Builder, qui est vraiment la coupole des associations du Tech for Good en Europe. Et il y a également Bérangère Aujar qui est là. Et Bérangère, toi, tu es la directrice du numérique et des communautés de Social Builder, qui est notre partenaire pour ce projet européen Erasmus+. Salut Bérangère. Hello. Alors, je vais Bon. planter un petit peu le décor par rapport à l'évolution de l'acquisition des compétences numériques en Belgique et en France. Vous le savez, la transformation numérique redéfinit le paysage professionnel et éducatif. Cependant, une part significative de la population, notamment les femmes, on le sait bien, demeure en marge de ces avancées malheureusement. Alors, les chiffres, ils sont pas très folichons. En Belgique, 40% des individus âgés de 16 à 74 ans sont en situation de vulnérabilité numérique, avec 32% qui possèdent de faibles compétences numériques et 8% qui n'utilisent pas du tout Internet. Alors en France, c'est pas mieux. 41% des personnes âgées de 16 à 74 ans ne possèdent pas de compétences numériques de base, donc c'est plutôt inquiétant. Et donc du coup, l'idée aujourd'hui, c'est de parler de comment est-ce que les acteurs de terrain, les acteurs de la formation peuvent mieux répondre à ces enjeux, quelles compétences numériques sont indispensables aujourd'hui et surtout demain, on va le voir ça notamment avec Bruxelles Formation, et surtout quels outils et méthodes pédagogiques permettent une inclusion plus large. Voilà, je pense que j'ai planté le décor. Je ne sais pas ce que tu en penses, Bérangère, mais ça m'a l'air plutôt pas mal. Tout à fait. L'objectif. Vas-y, pardon. Non, vas-y, je t'en prie. L'objectif de cette table ronde, ça va être d'abord de revenir justement sur ces éléments de contexte et pour les décortiquer et mieux les comprendre, de pouvoir faire aussi un état des lieux comparatif France-Belgique sur les situations et sur ces chiffres dans les deux pays, de revenir sur les sujets de formation vers l'inclusion numérique qui ont pu être mis en place, et enfin pouvoir partager des recommandations et des retours d'expérience sur ces différents sujets, notamment qui ont pu permettre la montée en compétences numériques de manière générale et des femmes en particulier. Ouais, tout à fait. Je pense que c'est un beau programme. Alors, pour toutes les personnes qui nous écoutent, qui sont dans le chat, n'hésitez pas à interagir donc dans l'onglet chat. Si vous avez des questions, par contre, c'est important que vous les mettiez dans l'onglet questions que vous voyez en bas à droite. Comme ça, pour le replay, on pourra revoir toutes ces questions. Surtout, n'hésitez pas à commenter. Il y a des petits emojis aussi et à interagir. C'est toujours sympa et on se fera un plaisir de pouvoir réagir sur vos commentaires. Voilà. Et on va pouvoir commencer, je pense. Bérangère, je te passe la main ou pas? Ouais. Alors, pour démarrer, du coup, l'objectif, c'est de se reposer les questions des causes ou des explications sur cette fracture numérique. Et donc, la première question, selon vous, pourquoi observe-t-on encore aujourd'hui une telle fracture numérique alors même, et en particulier chez les femmes, alors même qu'aujourd'hui, le digital est quand même omniprésent dans notre quotidien et dans nos usages du quotidien? Moi, je vais peut-être commencer à répondre. Je pense que pour les femmes notamment, il y a la plus grande précarité pour beaucoup de femmes qui fait que c'est difficile pour elles d'entrer parfois dans le numérique, le manque de confiance en soi aussi, une forme de sentiment d'illégitimité, d'autocensure. Et je dirais qu'au niveau de l'éducation, malheureusement, ça reste une éducation genrée. Et donc, ça participe au fait que les femmes ont encore du mal à entrer dans le numérique. Est-ce qu'on m'entend bien là? Oui. Oui, Ouais, oui, tout à fait. parfaitement. Voilà, ça c'est notamment certains éléments que j'avais notés. Ça marche. Est-ce que Jeanne, vous souhaitez compléter ces éléments avec votre regard? Ouais, je nuancerais peut-être. En fait,
tout dépend finalement de quel numérique on parle. Sur les usages du quotidien, je suis pas sûre que... Alors, les femmes souffrent en effet parfois de précarité et la précarité numérique, notamment le manque d'accessibilité à des équipements ou à des accès à Internet qui fonctionnent. Ce sont des freins physiques finalement qui sont fortement liés à la précarité. Donc, les femmes sont plus touchées, on le sait. Néanmoins, je pense que sur les compétences numériques de base et les usages numériques du quotidien, elles ne sont pas forcément moins en capacité que leurs congénères masculins. Là où la différence se fait, c'est effectivement sur la professionnalisation. C'est là que Verlick et Social Builder ont un rôle éminent. Et là, on réobserve finalement les effets d'autocensure, comme dit Bérénice, qu'on observe sur l'ensemble des matières scientifiques. Avec des schémas aussi ou des modèles ou des projections d'univers numérique extrêmement masculin, orientés vers la performance, voilà, des valeurs finalement qui sont aussi associées au numérique qui ne correspondent pas à celles qu'on enseigne aux petites filles. Et hésite du coup à aller coloniser cet espace-là, alors que ça ferait beaucoup de bien, je pense, à l'économie numérique d'être colonisée par le féminin. Voilà. C'est marrant parce qu'en fait, il n'y a aucune d'entre vous qui avait parlé des problèmes, des contraintes de temps liées à la charge familiale, aux charges familiales, aussi de localisation. Parfois, on a aussi des femmes qui habitent loin, qui peuvent pas se rendre, tu vois, dans des centres de formation, et c'est assez compliqué aussi pour elles. Et du coup, surtout cette charge familiale qui est très, très, très importante et qu'on retrouve assez régulièrement. Ouais. Oui, je pense effectivement que beaucoup de programmes de formation manquent parfois de flexibilité pour permettre aux femmes de s'intégrer vraiment dans ces programmes, de pouvoir y aller. Et donc, elles vont choisir plus facilement des formats très courts, mais dès lors, avec moins de compétences et de professionnalisation. Donc, c'est vrai qu'il faut permettre qu'il y ait des formats de formation adaptés aux contraintes féminines. Oui, à ce titre, moi, j'ai un exemple très proche d'une maman de copine de ma fille qui est scolarisée à Bruxelles et qui faisait une formation de data analyst dans une structure que je ne nommerai pas, mais avec un format bootcamp. Et en fait, en effet, il y a une de ces filles qui a été arrêtée médicalement pendant quelques semaines et elle a dû arrêter sa formation, ce qui est quand même dramatique alors qu'elle était hyper motivée et très très bien partie pour réussir haut la main sa certification. Donc, c'est sûr qu'il y a un sujet et je sais que vous y penchez aussi activement, Girlic et Social Builder. Encore une fois, c'est des formats qui sont pensés pour les hommes et avec toujours ce culte de la performance. Le bootcamp, c'est quand même ça. On va favoriser l'efficacité et la performance en temps très court et une acquisition record de compétences numériques. Donc, il faut revoir ça. Ah, c'est intéressant, je trouve. Et tout à l'heure, moi, je plantais un peu le décor avec des chiffres sur les situations de vulnérabilité des femmes âgées de 16 à 74 ans en France et en Belgique. Et je disais que les chiffres, ils étaient vraiment pas folichons. Mais d'après vous, comme il y en a une qui est plutôt en France et l'autre qui est plutôt en Belgique, Bérénice, toi, tu es vraiment l'institution publique, tu représentes l'institution publique, Bruxelles Formation. Et toi, Jeanne, tu connais bien le secteur en France et aussi Bérangère. Et en fait, d'après vous, est-ce que vous pensez que c'est un problème qu'on peut avoir qui est similaire, tu vois, ce frein, le fait qu'il n'y a pas assez de femmes ou le frein des femmes, tu vois, pour se former, par exemple? Enfin, oui, je pense que c'est une situation qui est assez similaire avec certaines différences quand même. Je pense que le paysage en Belgique, il est marqué par les communautés linguistiques et ça fait que le tissu associatif qui peut aider les femmes est parfois plus réduit. Il est vaste, mais en même temps, il est parfois mal structuré. Et donc, il n'y a pas beaucoup de lisibilité de l'offre parfois sur les formations qui sont accessibles aux demandeurs d'emploi et autres. Je pense que il y a une autre réalité française que je connais certainement moins, mais en tout cas en Belgique, ces connaissances, ces difficultés linguistiques peuvent jouer quand même pas mal un rôle. Et toi, Jeanne, par rapport à la France?
Alors moi qui ai un pied dans les 2 pays, il y a quelque chose qui me frappe, mais c'est assez, intuitif, hein. Je veux dire, j'ai pas tellement de données pour étayer ça. C'est, le sujet de l'intersectionnalité où je trouve quand même qu'en France, on a une tendance à l'élitisme et à la reproduction sociale qui est plus forte qu'en Belgique en réalité. Et donc je vois en Belgique des profils, allez, on va dire féminins, racisés, beaucoup plus qu'en France. Où, on est beaucoup plus dans des schémas, vraiment de reproduction, socio-culturelle et socio-culturelle, ethnique, dont on n'arrive pas à sortir en réalité, en dépit de toutes les initiatives qui existent dans le monde associatif, en effet. Mais Attends, c'est je très comprends pas. compliqué. Qu'est-ce que tu veux dire par là? J'ai pas tout à fait saisi ce que Eh tu ben, voulais eh dire. ben, en fait, en France, on a un système scolaire qui est hyper élitiste, et donc on a une tendance, je pense, et une tendance à la reproduction sociale et culturelle, et peut-être des biais qui sont plus forts qu'en Belgique. Enfin, c'est ce que j'observe, hein. J'observe quand même qu'il y a plus de diversité. Alors, genrée, peut-être pas, mais en tout cas, il y a plus de femmes issues de la diversité Ah oui, surtout à Bruxelles, parce en que Belgique. ouais, Ouais, on est en quand même Bruxelles, la deuxième ville la plus cosmopolite au monde, donc ça c'est oui, clair mais que à on va Bruxelles. dire à Paris, Marseille, nous aussi. Enfin, tu vois. Et en fait, c'est encore plus fort ça en France. Je pense parce qu'il y a ce truc qui est assez assumé de, en fait, notre école, voilà, elle reproduit les inégalités et c'est comme ça. Et on se coopte entre soi. Alors que je sens ça beaucoup moins fort en Belgique. J'ai l'impression qu'il y a plus d'égalité des chances, pour le dire. Ah, Simplement. c'est assez intéressant. Et dans le chat, hein, parce que comme il y a beaucoup d'acteurs de terrain qui sont là et qui participent, n'hésitez pas à mettre des commentaires. Hein, c'est toujours hyper intéressant de voir ça. Toi, Bérénice, bah toi, tu es donc vraiment à fond en Belgique. Tu crois que c'est aussi par rapport aux différentes communautés linguistiques qu'il y a plus d'équité ou d'égalité ou de chance, des choses comme ça? Bah, c'est-à-dire que la réalité en Flandre n'est pas la même qu'à Bruxelles au niveau financier notamment, au niveau des formations ou au Forum en Wallonie. Donc effectivement, en fonction de la région dans laquelle on vit, ben, il y a une inégalité qui est là et l'accès aussi du coup à certaines formations peut être inégalitaire. Mais malgré tout, enfin, pour reprendre un petit peu sur ce que Jeanne disait, je trouve que même s'il y a peut-être plus d'intégration en Belgique, le système éducatif reste très inégalitaire et reproduit malgré tout des inégalités. Et notamment dans les villes, on voit vraiment la différence entre les écoles qui amènent à la réussite et les autres, et donc une reproduction des inégalités sociales qui restent. Alors ça, c'est pas des inégalités genrées, mais c'est plutôt des inégalités au niveau social qui perdurent. Ouais, c'est assez intéressant. Est-ce que, d'après vous, est-ce qu'il y a, comment dire, si toutes les deux vous deviez citer une initiative qui a un fort impact, que ce soit en Belgique ou en France, qu'est-ce que ce serait? Tu vois, une initiative qui a porté ses fruits justement pour inclure plus de femmes dans la tech, par exemple, ou aider les femmes à se former aux compétences numériques. Il y a pas mal d'initiatives en France notamment. On essaie de faire ça avec Bruxelles Formation, nous avec Girlic notamment. Mais bon, est-ce qu'il y a des choses qui fonctionnent plus que d'autres? Ben, nous, on a comme effectivement tout un programme à Bruxelles Formation sur la fracture numérique. Et donc, on a différents acteurs de formation, hein, CF2000, Cyber53, vous avec Digistart, d'autres organismes également, où on essaye de faire en sorte que chaque personne qui est en fracture numérique puisse avoir accès au minimum à un mois de formation et puis alors surtout de prolonger ce mois de formation par une construction d'un projet professionnel, donc vraiment d'aller plus loin que simplement la fracture numérique. Donc ça, c'est quand même des initiatives qui fonctionnent, qui permettent que les personnes mettent le pied à l'étrier du numérique et puis puissent poursuivre soit dans ce domaine, soit dans d'autres, mais de toute façon, le numérique est nécessaire, quel que soit le domaine dans lequel on veut poursuivre. Donc on essaye vraiment de travailler ça et il y a aussi beaucoup d'initiatives qui sont faites notamment dans les centres d'alphabétisation où l'alphabétisation et la fracture numérique sont travaillées. Il y a également tous les EPN qui sont là mis à la disposition du public. Donc il y a différentes initiatives qui permettent de pallier à cette fracture numérique, mais ça reste insuffisant par rapport à la réalité.
Ouais, mais moi, c'est ce que j'aime bien avec Bruxelles Formation, c'est que l'idée à chaque fois, c'est toujours de construire des parcours de formation où finalement, l'apprenant est au centre. Et l'idée, c'est vraiment de l'aider à monter en compétences et faire en sorte que les différents centres de formation travaillent ensemble et collaborent. Et c'est ça qui est chouette, en fait. Et toi, Jeanne? Alors, moi, en France, alors je tiens aussi à dire que j'ai peut-être un biais, encore une fois, parce que moi, je viens vraiment du conseil en philanthropie initialement, avant de m'attaquer au sujet de l'économie sociale numérique. Et je vois beaucoup d'initiatives finalement qui sont issues de l'économie sociale et solidaire et des entreprises, comme alors Social Builder, mais aussi Samplon et sa fondation. On a une fondation aussi Femmes du numérique sous égide de la Fondation de France, mais qui regroupe quand même principalement des entreprises. Et alors peut-être c'est un biais, et encore une fois, Social Leader est beaucoup mieux placé pour témoigner. Je sais que vous avez craqué Pôle emploi, par exemple, mais j'ai l'impression que c'est quand même vous qui avez été et qu'on n'a pas été vous chercher sur le sujet. J'ai l'impression que les entreprises sont plus proactives en France que l'État, bizarrement. Que c'est un mouvement qui est vraiment venu du privé. Et moi, pour la petite histoire, j'ai quand même travaillé au début de ma carrière sur un programme qui s'appelle toujours Capital Filles, qui a été créé avec des entreprises des télécoms à l'origine, pour former les jeunes filles, enfin réorienter d'abord les jeunes filles qui étaient au lycée, ou même avant au collège, pour qu'elles puissent intégrer des lycées professionnels sur des formations très techniques du numérique, type installateur de fibre optique, quoi. Là où il y avait des départs massifs à la retraite des personnes qualifiées qui étaient quand même très, très globalement des hommes, et où des entreprises comme Orange, SFR, avaient envie d'en profiter pour diversifier leur profil. Et donc là, on avait bien vu que c'était très facile de mobiliser les entreprises, elles étaient très en demande de ces partenariats avec le ministère de l'Éducation sur les parcours d'orientation, et puis après l'intégration de ces jeunes femmes dans des filières de formation professionnelle courte, hein, c'était du type BTS, quoi. Donc 2 ans avec de l'alternance, pour qu'elles puissent rentrer sur le marché du travail et remplacer les hommes qui partaient à la retraite. Voilà. Mais encore une fois, ça c'est quand même une initiative d'entreprise qui a su mobiliser le ministère de l'Éducation nationale en l'occurrence. Mais j'ai l'impression que l'État est très peu proactif. Oui. Alors, on voit... Vas-y, Bérangère. Effectivement, en tout cas, il y a énormément d'envie, d'initiatives côté entreprise et côté formation d'entreprise. Là, on le voit avec notre nouveau programme Féminisme d'activité d'avenir qui, là, s'oriente vraiment sur d'autres secteurs d'activité, toujours sur des métiers numérisés, mais plutôt dans le secteur industriel ou dans le secteur de la cybersécurité spécifiquement, ou celui de la vie durable et donc notamment de la construction et du BTP, qui sont donc bâtiments et travaux publics, qui sont vraiment des secteurs extrêmement sous-féminisés. Pour autant, on voit aussi que les choses changent aussi au niveau des ministères. Là, on a de plus en plus de discussions quand même à un certain niveau. On voit que le ministère de l'économie, notamment de la Direction générale des entreprises, qui accompagne notamment la transformation numérique et digitale des entreprises de toute taille, qui commencent à mener des actions eux-mêmes, que ce soit au niveau de l'éducation nationale pour déconstruire les stéréotypes aussi dès le niveau de formation initiale, et même là qui nous a ressollicité sur vraiment l'aspect plus formation continue et donc femmes en transition professionnelle, reconversion ou insertion. Donc les choses évoluent, mais effectivement, ça a beaucoup été impulsé aussi par le terrain, par les acteurs de l'ESS, et par les entreprises. Donc effectivement, je rejoins un peu ce constat, même si je pense que les choses sont en train de justement prendre et que le sujet de la féminisation de certains métiers numériques, numérisés, devient de plus en plus un sujet. Et par contraste, moi je trouve qu'en Belgique, effectivement, les entreprises sont très absentes et c'est dommage parce que en France, vous avez davantage cette culture du stage en entreprise qu'en Belgique. Et donc la formation en alternance existe, mais très peu finalement. Et là, les acteurs, enfin, les entreprises devraient être davantage actrices pour permettre
la montée en compétences numériques, notamment des femmes ou des publics plus précarisés. Donc là, vraiment, je crois que la Belgique doit faire un travail pour mobiliser les entreprises par rapport à ça. Oui, et juste pour mettre, donc pour vraiment bien expliquer, et tu me dis si je me trompe, l'alternance, c'est très encadré en fait. C'est très encadré. C'est comment dire, c'est pas un statut, mais c'est une espèce de contrat un peu à part, quoi. Tout à fait. C'est ça, hein, parce que c'est pas comme en France, c'est pas si facile que ça. C'est certains centres de formation qui sont capables de faire ça, et aussi pour certains métiers. C'est ça, si je me trompe pas. Alors la liste des métiers est assez longue, hein, donc c'est assez varié, mais c'est vrai que c'est dans une structure particulière et les entreprises n'ont pas l'habitude de voir beaucoup de stagiaires. Les stages arrivent même dans les études supérieures, arrivent relativement tard par rapport à la France. Donc ça, c'est vraiment un lien qui doit être créé pour favoriser, je vais dire, l'entrée des femmes dans tous les métiers et des publics précarisés, mais notamment dans le numérique également. Je sais pas, Bérangère, est-ce que tu as une autre question par rapport, parce qu'on a fait l'introduction, un peu l'état des lieux, etc. Entre la Ouais. Je pense que non, en fait, là-dessus, on peut parler aussi des formations et peut-être des formations qui peuvent avoir ou qui ont pu avoir, selon vous et votre expérience et vos observations en Belgique et en France, le plus d'impact finalement pour les femmes et les publics éloignés du numérique, pour cette montée en compétences, pour les accompagner en tout cas dans cette montée en compétences numériques ou insertion dans ce secteur-là. Tu veux y aller, Jeanne? J'y vais. Mais par rapport aux formations, je pense que oui, il y a plusieurs formations qui ont bien fonctionné. Je pense aussi à des centres comme Interface 3 qui se sont vraiment spécialisés dans la formation pour les femmes, principalement dans le numérique, et qui ont vraiment acquis une expertise par rapport à ça. Je pense qu'il y a quelques règles importantes au niveau des formations. C'est effectivement de pouvoir avoir quand même des modules un peu, comment je vais dire, un peu moins rigide que d'autres modules de formation. C'est aussi de mettre beaucoup en contexte, de montrer l'intérêt pour les femmes d'entrer dans le numérique et l'intérêt personnel et professionnel. Et c'est aussi de promouvoir, je pense, un encadrement fort pour pouvoir lever les freins, un encadrement extérieur. Donc, ça peut être via des communautés, via des mentorats, via des ressources comme un assistant social, mais permettre aux personnes qui suivent ces formations de lever les freins à l'entrée dans les métiers en général et dans les métiers du numérique notamment. Bah, tu parlais d'Interface 3, bah, de toute façon, eux, c'est un vieux centre, hein, quand même, ça a quand même presque 30 ans, je pense. Et en fait, j'ai l'impression que ce qui fonctionne, c'est parce que c'est des formations aussi qui sont assez pratico-pratiques. Alors, c'est quand même assez intensif, mais à la fin, il y a quand même le stage. Et moi, j'ai l'impression que pour onboarder ou pour faire en sorte que les femmes arrivent à avoir un métier dans le numérique, le stage, c'est vraiment le plus important, quoi. Tu vois ce que je veux dire? T'acquiers des compétences et si tu le couples à du stage, là, c'est beaucoup plus facile de trouver un emploi après, quoi. Tout à fait. Mais ça, c'est effectivement quand la personne est déjà en formation. Maintenant, il faut aussi les faire rentrer en formation. Et faire rentrer les femmes en formation dans le numérique, c'est là aussi où il y a tout un travail à faire au niveau de la communication et au niveau du sens que ces formations peuvent avoir pour elles. Parce qu'une fois qu'elles sont en formation, en général, elles s'accrochent et elles veulent aller à l'emploi. Enfin, je veux dire, il n'y a pas d'impossibilité pour une femme de travailler dans le numérique, loin de là. C'est vraiment, au contraire, une force énorme. Mais c'est les faire entrer dans ce parcours qui reste malgré tout encore compliqué. Et donc, l'importance aussi pour moi de promouvoir des rôles un peu modèles, des personnes de référence dans le numérique. Mais là-dessus, pour rebondir, je pense qu'il y a tout un tas de métiers en fait qui sont totalement méconnus. Hein. Quand on parle de métiers numériques, on pense à développeur, on pense à data analyst. Enfin, c'est celle qu'on voit le plus passer. Hein. En fait, il y a aussi des métiers numériques qui sont beaucoup plus proches même de compétences féminines. Je mets vraiment des guillemets, hein, parce qu'il n'y a pas de compétences féminines à proprement parler, mais qu'on associe plutôt au féminin ou qui mobilisent davantage les femmes dans les parcours d'orientation, comme UX, UI designer, c'est beaucoup de sciences humaines, médiateur ou médiatrice numérique.
on en a de plus en plus besoin là. Enfin, je reprends l'anecdote de mère de famille, mais dans l'école de ma fille là, on a reçu une alerte par email parce qu'il y a beaucoup d'enfants finalement en primaire qui consultent les réseaux sociaux et qui adoptent un vocabulaire ou des gestes obscènes ou inspirés, voilà, de choses qui sont pas du tout adaptées à leur âge et qu'ils voient sur les réseaux sociaux parce qu'il y a un manque de vigilance parentale évident. Et là, je leur disais, mais en fait, il faut absolument faire intervenir des médiateurs ou des médiatrices numériques à l'école. Pour les parents, hein, plus que pour les enfants, pour les deux. Mais et ça, c'est des métiers, je pense, qui font tout à fait sens finalement pour les femmes, parce que ou travailleur social numérique, ça existe aussi, hein, d'assister les personnes qui ne savent pas utiliser les services publics dématérialisés aujourd'hui. Mais c'est pas des métiers qu'on pousse beaucoup, je trouve. C'est pas des métiers qui sont très connus du grand public. Et pourtant, c'est des métiers à forte valeur dans lesquels je pense que les femmes pourraient tout à fait trouver une place et puis même progresser plus tard vers d'autres métiers parce que c'est une excellente porte d'entrée. Au fond, devenir médiateur ou médiatrice numérique, ça fait appel à des compétences surtout pédagogiques et puis à un premier socle de culture numérique. Mais c'est quand même beaucoup d'accompagnement, beaucoup de care. Voilà. Donc ça je pense que c'est des profils sur lesquels la puissance publique et les entreprises devraient davantage investir. Mais pour ce qui est de la médiation numérique, ce qui est compliqué, c'est que les entreprises sont très peu positionnées. Et ça, c'est un biais aussi. C'est que, au fond, les formations qu'on pousse, c'est des formations qui ont des débouchés et un ROI aujourd'hui. Alors qu'on a besoin de compétences numériques ailleurs dans le numérique d'intérêt général. Mais pour ça, il faut que l'État aussi investisse et crée ses parcours. C'est vrai qu'on a tendance un peu à se focaliser parfois sur des formations, tu vois, hyper pointues, sur du développement, des choses comme ça. Et en fait, Bérénice, on en a déjà parlé, mais entre nous, mais souvent le socle de base de compétences, il n'est pas encore là, quoi. Et donc c'est vrai il faut pas oublier qu'il y a aussi, faut pas construire sur du sable, j'ai envie de dire. Il faut aussi, être sûr que les compétences de base en numérique, bureautique, informatique soient là. Oui, c'est ça. Mais je pense qu'il y a plusieurs problématiques, effectivement. Il y a ce qui s'appelle la fracture numérique, qui est encore peut-être un peu plus prégnante chez les femmes ou chez les publics plus éloignés de l'emploi. Ça, c'est une chose, et c'est juste pouvoir avoir accès à ce numérique. Et puis, il y a la possibilité d'envisager une carrière vraiment dans un métier du numérique, et c'est une autre problématique, mais qui est importante aussi. Alors, effectivement, ces métiers dont tu parles sont super intéressants, mais c'est vrai qu'il faudrait encore pouvoir vraiment aller un step plus loin et amener les femmes à des métiers plus techniques du numérique parce que, voilà, elles en ont toutes les capacités, toutes les possibilités, mais il y a ces freins, cette autocensure dont on avait parlé tout à l'heure, qu'elles continuent à se mettre. Et ça, c'est un travail plus sociétal, plus éducationnel également, lié à plein de choses et qui est en cours, mais qui doit encore évoluer. Et justement, je pense que les contenus de sensibilisation et le fait de présenter, je sais que nous, c'est un outil qu'on utilise beaucoup, et puis Girlic aussi, je crois, c'est les fameuses fiches métiers qu'on essaye aussi de féminiser, d'incarner avec des témoignages justement de femmes sur des métiers qui, pour le coup, sont plutôt techniques et plutôt, entre guillemets, masculins. C'est vraiment utile, et ça permet en tout cas d'incarner, de déconstruire, et décortiquer finalement aussi des éléments assez techniques ou de formation très précis et de les rendre, concrets, y compris pour un public de femmes, et un des sujets sur lesquels on a beaucoup travaillé avec Girlic, c'était justement, les vidéos de préformation. Et du coup, une question que j'avais, c'était finalement, selon vous, quel peuvent être le rôle, justement de ce type de contenu de sensibilisation, de vidéos de préformation dans un parcours, d'apprentissage, et comment, aussi garantir, leur accessibilité, et là, y compris encore une fois un public de femmes? Je pense que c'est un rôle clé parce que ça conditionne l'onboarding sur la suite. Et c'est là qu'il faut revoir un peu le narratif. Alors, je les ai pas vues, vos vidéos, pardon, mais je les regarderai après. Évidemment, quand on parle de numérique, comme dans bien d'autres domaines, mais encore plus ici,
On oblitère complètement qu'on avait des pionnières, hein, un certain nombre. Donc il y a aussi peut-être un narratif à retravailler sur le lien entre, entre les femmes et le numérique. Évidemment, je pense à Ada Lovelace. On a aussi cette mathématicienne de la NASA. Enfin, il y en a plein, en fait, quand on creuse. Des modèles de femmes qui ont créé, en fait, le numérique. Ou Grace Hopper ou Radia Perlman. Et même aujourd'hui, nous, on travaille beaucoup sur ces rôles modèles dans le SS numérique parce que c'est des femmes engagées. On a des Meredith Whittaker, par exemple, qui est chercheuse et qui a bossé dans la Silicon Valley, qui est aujourd'hui la coprésidente de Signal, qui est une alternative à WhatsApp, qui a tout un discours assez technocritique, mais qui est sacrément rock'n'roll. On a Mitchell Baker, qui est la CEO de Mozilla. En fait, il y en a plein des nanas, mais qui sont en fait pas les mêmes que les hommes dans leur domaine, qui souvent ont un discours critique ou qui ont des engagements particuliers. Et moi, je trouve que c'est ça qui est inspirant aussi. C'est de se dire, diversifier la tech avec plus de femmes, c'est aussi re-questionner les modèles de la tech. Donc, re-questionner le narratif là, auquel on assiste en ce moment du technopatriarcat, les Musk et Zuckerberg et consorts là, aux États-Unis, qui sont en train de déconstruire toutes les politiques d'inclusion diversité, y compris en envoyant des lettres aux ambassades pour que les entreprises les intègrent, conditionnant finalement les relations commerciales entre les États-Unis et la France à cette disparition de ces politiques d'inclusion diversité. C'est quand même dramatique. En fait, c'est aussi assez politique là, de se dire, on va promouvoir les rôles modèles de nanas de tout temps dans le numérique, et ils ont existé. Et ça va peut-être donner envie, y compris aux plus jeunes, hein, enfin, je repense à nos filles, Julie, d'y aller, quoi, de ne pas se censurer, de se dire, en fait, on peut peut-être aussi mener une petite révolution si on y va. Ouais, tout à fait. Non, mais je suis assez d'accord avec toi. Alors, c'est vrai que les vidéos, parce que vous les avez pas encore vues, mais vous les recevrez tous et toutes la semaine prochaine. Donc, avec Social Leader, on a mis en place des vidéos générées en IA sur tout un tas de thématiques un peu différentes et surtout des notions clés. Et en fait, l'idée, c'est de permettre en fait aux acteurs de terrain de pouvoir les utiliser. C'est des vidéos qui sont complètement open source. On les a fait en 3 langues et qui permettent justement d'accompagner ou d'expliquer peut-être des mots-clés, les intégrer par exemple dans un parcours de formation. Et du coup, on a utilisé l'intelligence artificielle justement pour faire ça. Donc, on a développé, donc il y avait des avatars qui ont été développés avec tout un tas de ressources sur des notions clés. Et d'après vous, l'IA, on dit que souvent que c'est un peu un vecteur d'inclusion. Et d'après vous, parce que tu parlais d'Elon Musk et consorts, etc., et tu sais très bien, Jeanne, qu'il y a cette guerre des data et de l'IA entre les États-Unis, entre la Chine, etc., que Elon Musk, avec Grok, il investit tout là-dedans dans l'IA. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il a acheté Twitter, hein, c'est pour les data, d'ailleurs. Est-ce que tu penses quels sont les avantages concrets que tu aurais pu constater sur le terrain, que ce soit pour Jeanne ou même Bérangère ou Bérénice, quoi, par rapport à l'IA en général. Et dans l'inclusion numérique, hein, toujours dans ce cadre-là. J'ai un point de vue assez technocritique, moi, là-dessus, pardon, mais je pense que l'IA, pour le coup, elle est pleine de biais, parce que comme tu l'as très justement souligné, Julie, elle est fabriquée globalement dans la Silicon Valley. Alors, en Chine un petit peu, mais on les utilise moins, ces modèles-là, donc moi, je ne vais pas m'avancer. Je soupçonne quand même qu'il n'y a pas beaucoup de femmes non plus qui travaillent sur l'IA en Chine, mais en tout cas, dans la Silicon Valley, tous les biais qu'on note dans le fonctionnement de l'IA, c'est des biais qui sont super genrés, pour le coup. Si on demande à Midjourney de créer une image, je sais pas, d'un élu
sur le terrain, ça va être un homme blanc en costard-cravate la plupart du temps. Enfin, donc, il y a quand même, et puis même dans la manière dont on va poser les questions, on va souvent recevoir des réponses que l'IA a été entraînée. Alors, avec des données qui existent déjà, donc des données qui sont nécessairement genrées aussi, parce que, encore une fois, le narratif global, c'est quand même le narratif, les éléments de culture dont s'est nourri l'IA pour être entraînée, ils sont encore tout à fait baignés dans le patriarcat. Donc, à la fois les données, mais à la fois les concepteurs des algorithmes qui ont introduit des biais. Donc, moi, je pense que l'IA, elle est machiste aujourd'hui. Pardon. C'était peut-être pas ça la question que tu posais, c'était pour l'inclusion. Mais quand même, je trouve que c'est pas neutre. Et là aussi, on a un enjeu de former des nanas pour éviter ces biais-là. Oui, parce qu'en même temps, je pense qu'on ne va pas éviter l'IA. Et donc, il faut former à comment je peux envisager l'IA comme un outil utile, mais en même temps pouvoir analyser ses biais, parce que c'est important, effectivement. On ne peut pas juste dire, voilà, j'utilise l'IA et je ne suis pas formée. Et ça, c'est tout un enjeu qu'on va devoir avoir également dans nos formations. Comment on utilise l'IA d'un côté pratique, mais surtout comment on a un sens critique par rapport aux réponses qu'on reçoit de l'IA. Voilà, je pense qu'au niveau pédagogique, l'IA peut être un outil comme de tant d'autres outils, notamment parce que pour un apprenant qui se sent en difficulté, il va pouvoir poser des questions à l'IA, reposer la même question 10 fois, et quelque part, il n'aura pas ce sentiment de gêne qu'il pourra avoir face à un formateur, face à un groupe. Donc, il y a effectivement des côtés positifs. Il y a aussi tout ce côté je vais dire, outils que l'IA offre, notamment au niveau des séquences pédagogiques. Donc ça, c'est intéressant, mais là, je te rejoins tout à fait, Jeanne, c'est vraiment un regard critique, une nécessité de développer ce sens de l'analyse des réponses qu'on reçoit, parce que effectivement, ça ne va faire que renforcer, sinon, cette situation genrée. Ah bah c'est clair qu'il faut utiliser l'intelligence artificielle comme un outil et pas comme un remplacement à un formateur, un professeur, etc. Mais ce qui est intéressant avec l'IA, c'est justement le fait de pouvoir créer, comme tu avais dit, des séquences pédagogiques mais hyper spécialisées, ou alors vraiment adaptatives et centrées vraiment sur la personne, tu vois. Et ça, c'est ça qui est intéressant. Et d'ailleurs, dans le chat, il y a Delphine qui donc là, elle vient de terminer justement un master spécialisé en études du genre, et son mémoire s'intitule Filles Epsilon du numérique. Et donc, elle expliquait, donc elle défendait l'importance des rôles modèles féminins visibles dans et en dehors des parcours académiques, de marraines, etc. Et en fait, elle disait que ce qui est intéressant, c'est d'avoir un vrai soutien à la conciliation vie professionnelle et vie privée, parce que sans ça, beaucoup décrochent avant même d'avoir commencé. Et alors, c'est intéressant parce que le prix Nobel d'économie 2023, c'est Claudia Godin, une américaine, qui montre justement que les femmes, d'une manière générale, elles vont beaucoup plus loin que les hommes dans les études, mais à partir du moment où elles commencent à s'installer, à avoir une vie de famille, là, il y a une cassure et ça décroche. Et du coup, en moyenne, la carrière moyenne d'une femme qui a fait des études dans la tech, c'est de 8 ans, et ça corrobore ça, en fait. C'est qu'à un moment donné, on n'arrive plus à concilier les deux. Et donc c'est super intéressant. Merci Delphine pour ton témoignage. Mais j'ai envie de dire, là, les femmes, elles ont peut-être un rôle à jouer, même dans leur rôle de mère de famille. C'est-à-dire que typiquement, si on formait les femmes à leur rôle d'éducatrice numérique, on éviterait ce qui se passe à l'école à Bruxelles. C'est-à-dire que c'est des médiatrices numériques aussi dans leur famille, potentiellement. Et ça, c'est un rôle hyper important à l'époque d'aujourd'hui. Et comment on fait si on ne forme pas les familles, en fait, à l'éducation numérique aujourd'hui? Oui, mais il y a ça, mais il y a aussi, tu vois, le rôle aussi, par exemple, des RH. Par exemple, Delphine, elle le dit aussi encore dans le chat, il y a toujours une femme qui a dû batailler pour franchir la porte. Et tu vois, et ça, je le vois bien. Est-ce que nous aussi, on n'a pas un peu de temps en temps, tu vois, des biais en se disant, en tant qu'RH, par exemple, dans une entreprise, il y a une nana qui est là, qui est développeuse. Bon, on sent pas, tu vois, on met peut-être le CV sur le côté parce que on a une espèce de préjugé. Tu vois ce que je veux dire? Est-ce qu'on n'a pas aussi un peu un rôle là-dessus, tu vois?
Toi, en tant que femme, tu dirais que tu as des préjugés? Bah non, mais ça peut arriver, tu vois, parce que on préfère, tu vois, prendre le profil parfait au lieu de prendre le profil en reconversion professionnelle, qui a fait un centre de formation, et tu vois, on préfère l'ingénieur qui a fait toutes ses études, machin, tu vois. Hmm. Je pense qu'effectivement, on peut travailler sur le fait de sortir de ces préjugés, mais on est imprégné dans une société par ça. Et il faut tout le temps faire un travail sur soi pour bien se dire, bah, effectivement, est-ce que là, je vais dans le point de vue commun et habituel, ou est-ce que j'arrive vraiment à faire la part des choses? Je pense qu'on n'échappe pas complètement aux préjugés qui existent dans notre société, même si on lutte contre. Bah, c'est vrai que On doit être attentif à chaque moment. Ouais, tout à fait. Bon, c'est vrai qu'on s'éloigne un petit peu du sujet, etc., parce qu'on est autour de l'intelligence artificielle et tout. Mais il y avait aussi d'autres questions par rapport à ça, parce que j'ai parlé de l'IA, mais il y a aussi la partie e-learning. Et on sait, et je connais les statistiques de Bruxelles Formation, c'est beaucoup de femmes qui passent par la formation en e-learning, notamment le pôle espace numérique de Bruxelles Formation, et elles vont loin, et elles finissent en fait beaucoup plus les cursus que les hommes. Alors quoi, est-ce que vous pensez que c'est beaucoup plus adapté, par exemple, et pourquoi les femmes elles sont plus sensibles à cette pratique de d'e-learning par exemple. Mais moi, je parlerais plus de blended learning que d'e-learning complet, parce que dans l'e-learning, il y a quand même cet isolement social, isolement, voilà, que beaucoup de femmes ont déjà, ressentent déjà. Et donc, je trouve que, voilà, il y a des personnes qui vont pouvoir, avec ces parcours, effectivement, aller au bout. Mais le fait de pouvoir combiner du présentiel et du distanciel, pour moi, c'est vraiment l'atout. Parce que, alors, l'e-learning est vraiment un outil qui va permettre de s'approprier des matières, de les revoir, de faire du différencié dans un groupe parce que les personnes peuvent avancer à des rythmes différents. Donc des vidéos d'e-learning, enfin des vidéos ou de l'e-learning, ça peut être très très pertinent. Voilà, et ça permet aussi de revoir à des moments plus appropriés au niveau du temps, puisque c'est vrai que pour les femmes, c'est souvent la question des tâches domestiques, du temps, surtout si elles sont isolées. Si elles sont en couple, c'est encore différent, mais si elles sont isolées, cette question-là est primordiale. Et donc voilà, je pense que il y a ça, et il y a le côté aussi répétition, possibilité de revoir plusieurs fois les mêmes contenus. Ça, c'est vraiment un outil utile. Bah, il y a Jérémy dans le chat qui dit en e-learning, tu as également un haut taux de décrochage si t'as pas de suivi. Et ça, c'est vrai. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que tu vois, t'enchaînes un peu sur une autre question sur, tu vois, les points d'intention, les inconvénients du e-learning. Et c'est ça, en fait. Le truc, c'est qu'il faut pas continuer. Enfin, c'est intéressant, c'est un outil, ça permet aux femmes de pouvoir, se former à n'importe quel moment, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Mais il faut faire très attention, justement, à cette partie isolement, quoi. Hein. Il y a ça, il y a aussi la fatigue, mine de rien, d'être toujours seul. Donc, je veux dire, le fait d'échanger, on va plus vite ensemble. Donc, c'est important d'avoir une communauté autour. Mais alors, ça n'empêche pas l'e-learning pour progresser, pour revoir, pour se préparer à des contenus de formation. Ouais, complètement. D'ailleurs, nous, on a un retour d'expérience pratique avec l'académie que Social Builder a lancé avec justement des contenus e-learning qui est accessible à la fois aux femmes de nos programmes qui, du coup, participent aussi à des formats synchrones et à toute femme qui souhaite consommer des contenus sur la plateforme. Et c'est vrai qu'on constate quand même que les parcours e-learning sont très utiles parce qu'ils permettent de consommer du contenu à n'importe quel moment et aussi de garder trace du parcours d'apprentissage, et cetera, d'avoir une sorte de suivi. Mais c'est vrai que ça s'accompagne si vraiment on veut aller au bout du parcours, d'un suivi et d'une formation aussi enfin pas d'une formation, mais en tout cas d'échanges aussi en synchrone, que ce soit en présentiel, ou à distance d'ailleurs. Parce que sinon, il y a aussi un peu le sentiment de faire ça, seul, sans évoluer et c'est important aussi, la question de la communauté parce que je pense que ça, c'est aussi assez utile pour les femmes qu'on accompagne de pouvoir, justement échanger avec d'autres, et de créer finalement aussi du lien, à travers à travers ces outils e-learning puisque c'est aussi via cette plateforme qu'on met en lien, nous les femmes entre elles. Mais en tout cas, ça paraît assez important, je pense, de pouvoir accompagner, les contenus, e-learning ou, en ligne de temps en synchrone et si possible en présentiel.
Ah ouais, c'est assez intéressant parce que nous, tu vois, par exemple, chez Girlic, on a notre plateforme Girlic Academy et Ouais. quand on a des formations en présentiel, on utilise la plateforme d'e-learning comme support pédagogique, etc. Et donc, c'est assez intéressant parce qu'au final, tu vois, tu sens bien que c'est un truc en plus, c'est un outil pédagogique en plus pour peut-être revoir le cours, aller voir des ressources supplémentaires, etc., etc. Et surtout, ça, elles ont leur accès dans le temps et du coup, elles ont toujours accès aux ressources, en fait. Mm. Mm. L'avantage aussi de ces supports, c'est quand même de développer l'autonomie. Donc voilà, tout à fait en e-learning, c'est compliqué, mais cette autonomie, elle est nécessaire, notamment dans les métiers du numérique, pour pouvoir continuer à apprendre. On ne se forme pas une fois pour toutes dans le numérique, c'est un apprentissage continu, et donc il faut pouvoir apprendre par soi-même, apprendre seul, et donc ces contenus permettent aussi ça, de développer cette autonomie au niveau de l'apprentissage. Alors, on arrive tout doucement parce que je vois, le temps, il file vite, hein, parce que c'est super intéressant. Donc, et généralement, dès que c'est intéressant, ça file vite. Comment dire? Est-ce que vous auriez des recommandations, peut-être pour les personnes qui sont là, qui nous écoutent, qui sont aussi coachs, formateurs, peut-être à la tête de centres de formation? Est-ce que vous avez des bonnes pratiques à partager avec notre audience, par exemple? Pour justement intégrer de manière efficace, tu vois, donc les femmes dans les parcours de formation. On est toujours sur la même chose, hein, sur la même thématique. Peut-être 3 pistes me concernant. Oui, sortir des modèles bootcamp et je crois aussi très fort au blended learning avec l'effet de communauté qui est hyper important pour rassurer les femmes aussi et favoriser les cercles de parole, y compris sur des sujets qui ne sont pas directement liés à la formation, mais sur des difficultés du quotidien. Je trouve que c'est hyper important le soutien pair à pair dans ces parcours de formation et dans la réussite des femmes, en fait, qu'elles puissent aller jusqu'au bout de ces parcours de formation. Et d'ailleurs, c'est toujours utile aussi, une fois intégrées aux entreprises, d'avoir ces cercles de parole féminins. J'ai participé assez récemment chez Autotechnologie à un de ces cercles et la parole se libère et je trouve que c'est vraiment hyper important pour aussi garder les femmes motivées. Petit message aux entreprises, c'est des bonnes pratiques. Je pense aussi que documenter les différents rôles modèles, en fait, en tout cas, élargir la palette des rôles modèles qu'on peut proposer aux femmes, c'est hyper important. Donc, les organismes de formation doivent aussi peut-être réfléchir à d'autres métiers qui sont pas encore dans leur spectre et mal documentés. Et je pense notamment aux métiers de l'ESS numérique ou du numérique public, parce que en fait, l'État et les services publics se dématérialisent aussi à vitesse grand V. Donc, ces acteurs ont aussi besoin de compétences numériques, mais peut-être que ce n'est pas exactement les mêmes profils que dans les entreprises. Et pour autant, il y a besoin de compétences et il y a peut-être des métiers qui ont plus de sens pour certaines personnes, femmes ou pas d'ailleurs, parce que va y avoir des notions d'accompagnement du public, d'égalité d'accès aux services, du coup de design qui vont se poser de manière peut-être encore plus précise. Donc voilà. Et puis documenter aussi les femmes fortes de la tech aujourd'hui. Et dernier point, c'est pas dans leur rôle, mais quand même, je maintiens des organismes de formation, spécifiquement ceux qui sont engagés pour l'égalité des chances, donc inclusion des femmes, mais d'autres types de profils, doivent avoir un discours politique. C'est-à-dire qu'il ne faut pas lâcher non plus l'aspect lobbying pour que les acteurs publics soit réglementent sur les politiques inclusion, diversité. Il ne faut pas lâcher face aux États-Unis. Ça, c'est hyper important. Et on ne préservera pas ces formations si on ne le fait pas. Donc, ça, c'est politique. Et puis, pour convaincre aussi les acteurs publics qu'il faut investir sur d'autres types de formations, type médiation numérique, etc., ce qui, à mon avis, est encore sous-estimé.
Mais moi, j'aime bien cette idée d'investir sur d'autres types de formations. Et nous, on le voit par exemple chez Girlic. Tu vois, par exemple, ce qui est important, c'est d'arriver à rentrer dans l'entreprise, tu vois, à mettre le pied dans l'entreprise. Et donc, nous, on a fait une formation autour du testing d'application. Et donc, du coup, pour une femme qui est en reconversion professionnelle euh, et qui fait, par exemple, du développement web ou du développement tout court, bah, évidemment, son profil, il va pas être retenu en tant que développeur par rapport à un ingénieur, tu vois. Mais par contre, le fait qu'elle ait des connaissances dans le testing d'application, bah, ça lui permet justement de rentrer par cette porte de testeur et ensuite, tu vois, d'évoluer au sein de l'entreprise. Mais le plus difficile, c'est toujours ça, c'est d'arriver à mettre le pied dans l'entreprise et de rentrer, tu vois. Mais tu vois, on parle d'entreprise, mais les employeurs ne sont pas que des entreprises. Ça peut être des acteurs publics et ça peut être aussi des associations. Et les associations, elles ont besoin aujourd'hui de compétences numériques. Elles ont du mal parce que ça coûte très cher. Enfin, en gros, les mecs, ils se vendent, ils savent se vendre au prix fort, quoi, sur le marché. Et les associations galèrent, alors que je pense que là, il y a des terrains de jeu qui sont hyper intéressants aussi pour les femmes parce que c'est des terrains de jeu qui ont du sens. Je reparle du travail social numérique, mais on peut créer des applications aujourd'hui pour les publics réfugiés, etc. Et tout ça, ça se passe dans les assos. Oui, tout à fait. Hein. Non, c'est clair. Ouais, je suis tout à fait d'accord. Il faut y aller, il faut documenter ces métiers-là. On l'a un peu fait chez Social Good Accelerator sur notre chaîne YouTube. Vous pourrez voir, on a une vingtaine de profils de métiers de l'ESS numérique. Ah, c'est hyper intéressant. C'est vrai qu'on ira voir. Et toi, Bérénice, t'as des recommandations? Alors, mais moi, je dirais déjà peut-être de partir des associations sur le terrain, des associations qui rencontrent les femmes sur le terrain, et d'aller faire un peu de vulgarisation, d'aller montrer c'est quoi le numérique. Parce que, bon, ces femmes qui se rencontrent, elles sont là. Donc, il faut aller les chercher là où elles sont, dans des climats où elles se sentent bien, donc climat de confiance. Donc, voilà, je pense qu'il y a tout un travail vraiment avec le terrain associatif où il faut vraiment aller chercher les femmes là. Ça, c'est la première chose par rapport à l'avant-formation. Euh, pour le format même de la formation, je dirais avoir des modules plutôt courts, plutôt flexibles, enfin, avoir, mais en tout cas des modèles adaptés pour les femmes pour qu'elles puissent tenir cette formation, aller jusqu'au bout de la formation. Et alors, je pense qu'il faut davantage inclure les entreprises, notamment par des visites en entreprise, des visites d'acteurs du terrain qui viennent démystifier un peu les métiers du numérique. Aller en entreprise, parfois, ça fait quand même la différence parce que pour certaines femmes, elles n'ont pas encore eu cette occasion-là. Elles ont peut-être travaillé dans d'autres secteurs, mais pas dans des entreprises un peu plus grandes, un peu plus imposantes. Et y entrer, il y a un frein, une peur d'y entrer. Alors, je rejoins Jeanne dans le fait qu'effectivement, il y a aussi tous ces métiers liés plus aux aspects sociaux, mais je pense qu'il y a les deux à travailler. Il y a effectivement le secteur public, mais il faut aussi faire rentrer les femmes dans les entreprises pour créer progressivement des modèles différents pour que la réalité masculine ne soit pas en permanence celle qui va primer dans les entreprises, mais qu'il puisse y avoir davantage un équilibre. Mais ça peut se faire, comme tu le disais, notamment par une entrée en fonction en tant que pentester et ainsi de suite, et puis monter autrement. Et puis, effectivement, le côté public qui est important également. Moi, j'aime beaucoup cette idée aussi, donc, comme tu dis, de flexibilité et blended learning, parce que nous, on le voit par exemple en formation, si c'est trop rigide, il y a toujours un truc qui va pas, il y a toujours un enfant qui est malade, il y a toujours des congés pédagogiques, il y a toujours un truc, et c'est souvent, et on le sait, hein, c'est les charges familiales restent sur les femmes, et ben du coup, elles peuvent pas investir sur elles-mêmes et elles se sacrifient entre guillemets, et du coup, elles sont obligées d'abandonner la formation, un peu comme ta copine, hein, Jeanne, tu t'en parlais tout à l'heure, et du coup, le fait d'avoir ce côté blended learning, cette flexibilité, tu vois, ça offre la possibilité à ces femmes de pas perdre de cours. Ah oui, mais c'est pas grave, j'ai pas pu être là, bah tant pis, je rattrape, tu vois, en e-learning, tu vois. Et ça, j'y crois beaucoup. Et je sais pas toi si Bérangère, tu as des conseils à donner aussi, tant qu'à faire, hein, parce que Social Builder, vous êtes quand même un sacré gros centre en France, quand même, c'est toujours hyper intéressant. Ouais. Ce qu'on essaye aussi de faire, en fait, c'est de s'associer à des organismes de formation, justement, pour apporter un peu la brique, des constructions de stéréotypes aussi, soft skills de, confiance en soi, d'estime de soi et cetera, qui peuvent être assez complémentaires avec des formations, techniques suivies en parallèle par les femmes. Aussi parce que ça permet et ça, on le voit, c'est d'avoir un cercle de parole, en fait, qui est entre femmes et qui permet, en fait, de
de pouvoir plus facilement aussi aborder certaines thématiques, problématiques comme celle de la parentalité, de la charge aussi de temps et de disponibilité pour pouvoir suivre ces formations. Donc c'est vrai que ça, on voit que ça, en tout cas, c'est assez utile. L'autre sujet, c'est de pouvoir finalement vraiment apporter des briques de réponse auprès des acteurs de l'emploi, quels qu'ils soient, et quel que soit en fait le stade en fait dans le parcours d'une femme qui se réinsère ou qui se reconvertit, que ce soit en fait les conseillers Pôle emploi, France Travail, enfin en tout cas les personnes qui accompagnent ces femmes-là, mais aussi les organismes de formation et enfin les entreprises qui potentiellement ou les entreprises ou l'État ou les associations qui sont finalement les employeurs finaux de ces femmes-là. C'est vraiment de pouvoir sensibiliser finalement toute cette chaîne enfin de valeur vers l'emploi, vers la formation, parce que chacun a son rôle à jouer finalement dans l'inclusion des femmes dans les métiers du numérique et cette sensibilisation, elle paraît assez importante. Bah moi je pense que c'est vrai que moi je rejoins sur tout ce que tu as dit, hein, Bérangère, c'est hyper intéressant. C'est vrai que moi j'y crois beaucoup, hein, le blended learning. Je pense qu'il y a Nathalie aussi qui le dit dans le chat. Elle est vraiment, elle dit au-delà de la flexibilité, il y a aussi la possibilité d'échanger entre les pairs pendant le temps en présentiel et de faciliter la compréhension. Mais je suis complètement d'accord. Et c'est vrai que si on arrive à monter des formations où tu as la formation, le stage en entreprise ou tu vois une visite, le fait que les entreprises aussi fassent fassent leur part du job, tu vois. Et en même temps, si tu arrives à mettre une certification, tant qu'à faire, vraiment officielle, ah bah alors là c'est le combo gagnant, j'ai l'impression, non? Tu vois. Mais donc du coup, c'est assez intéressant. Mais c'est vrai qu'on arrive un peu tout au bout. Je sais pas si tu as encore une question, Bérangère, à poser, tu vois, pour conclure, par exemple. Je pense qu'on a déjà pas mal parlé des choses qu'on pourrait mettre en œuvre. Peut-être pour terminer sur une note inspirante, est-ce que vous avez des exemples concrets ou de femmes ou d'organismes qui ont pu transformer leur vie, notamment grâce à leur vie professionnelle ou autre d'ailleurs, grâce à l'acquisition de compétences numériques? Est-ce que vous auriez quelques exemples à nous partager? Alors, j'ai pas un exemple, mais c'est vrai que ça fait des années que je suis des programmes de formation pour le développement web ou pour d'autres formations, notamment aussi tout ce qui est e-commerce, ce qui est UX, UI design. Et oui, les femmes, il y a moins de femmes qui entrent en formation, mais quand elles entrent et qu'elles vont au bout de leur parcours, franchement, elles réussissent à entrer dans les entreprises. Je pense notamment, maintenant, il y a une stagiaire qui me revient, qui a fait chez nous le programme pré-formation du web. Donc, c'est vraiment une pré-formation. On est encore au début. Puis, elle est rentrée à Bruxelles Formation Digitale pour une formation jeux vidéo. Et actuellement, elle travaille dans une entreprise de jeux vidéo. Donc, voilà, c'est un parcours qu'elle a pu faire grâce à ces modules de formation. Mais c'est vraiment, pour moi, le point d'attention, c'est faire rentrer les femmes dans ces modules. Jade? Déjà, je trouve qu'il y a vous. Non, mais on en a besoin, je veux dire, d'organismes de formation un peu dédiés à cette cause-là, qui sont dirigés par des femmes et qui s'accrochent, parce que c'est pas évident. Enfin, je vous ai vu évoluer chacune et je sais que c'est pas toujours facile. Donc déjà, bravo à vous. Juste pour conclure sur l'IA, il y a pas mal de nanas très inspirantes chez nos partenaires de FARI, c'est AI for Common Good Institute, donc qui ont des profils plutôt de chercheuses. Mais je pense notamment à Anna Sima qui a fait un doctorat aux États-Unis, qui est pour le coup une femme issue de la diversité, profil qu'on ne voit pas du tout en France, voilà, qui a vraiment un profil de très haut niveau sur l'IA. Et si on devait poursuivre nos interviews là, de rôle modèle inspirant, moi je l'interviewerais bien, Nassima, parce que je trouve qu'elle est étonnante. Et on en a besoin de plus en France, des profils comme ça.
Et Voilà. en Belgique aussi, on en a besoin. Mais elle est en Belgique. C'est à la gare centrale et tout, c'est pas très loin, faut aller voir, c'est un super centre autour de l'IA. Bah, je pense qu'on va terminer là-dessus parce que vous savez quoi? Après, il y a un webinar dans 10 minutes sur l'IA, justement, l'intelligence artificielle en formation et l'avantage de l'e-learning auprès des femmes. Et donc, c'est moi qui le donne. Et donc, il faut simplement aller sur l'autre lien pour pouvoir se connecter et je vais vous faire une présentation de tout ça et je vais vous montrer 2-3 trucs assez intéressants et puis des chiffres aussi. Voilà. En tout cas, merci Bérénice, merci Jeanne, merci Bérangère, c'était vraiment super. C'était hyper intéressant. Moi, je vois qu'il y avait toujours le même nombre de personnes, personne n'a lâché, donc c'est vraiment super chouette. Merci à tous et toutes dans le chat d'avoir contribué. Et puis, bah, je pense qu'on va recommencer à faire des événements comme ça. Et alors, la semaine prochaine, on va vous envoyer toutes les ressources, toutes nos vidéos qu'on a créées avec Social Builder, avec tout un kit justement d'usage pour pouvoir les intégrer voilà, dans vos parcours de formation. De toute façon, c'est open source. Et surtout, n'hésitez pas à nous contacter, que ce soit Social Builder ou Girlic, ou même prendre contact avec avec Jeanne, donc Social Good Accelerator ou Bruxelles Formation. Voilà. Merci mesdames. Merci. Merci pour l'invitation, c'était super. Bravo. Ouais. C'est chouette. Merci Jeanne. Bon, bah alors pour les autres, un rendez-vous là dans quelques minutes de l'autre côté. Ciao. Ciao.